Je tente et retente, ça ne sert à rien. Je fais sans cesse des plans pour des temps très lointains. Ma vie est si vide, je veux vivre au présent. Je fais un pas de côté, je respire et je ressens. Bonjour. Alors j'avais déjà fait un podcast et j'espère que pour ceux qui l'ont écouté, ce podcast vous a déjà permis de mieux comprendre, pour ceux qui font un burn-out, de mieux comprendre ce qui vous arrive. Aujourd'hui le podcast il s'adresse à tout le monde. On va discuter d'une méthode que j'ai développée pour aider à obtenir une meilleure cohérence de vie. Là, je vais vous montrer un graphique pour vous expliquer un peu pourquoi la cohérence de vie est importante. Vous verrez que très probablement, quand vous faites quelque chose, ça se base sur une valeur que vous avez. Alors au début, vous avez une croyance, l'hériter ou pas, vous avez une expérience de vie, donc vous avez à la fin une croyance qui vous est consciente, vous avez une croyance, et donc vous allez vous poser des valeurs de vie. Par exemple, si vous avez la croyance que la vie de famille est importante, vous allez mettre comme valeur de vie probablement avoir du temps pour sa famille. Et vous allez alors après décliner des objectifs. Et ces objectifs, ça va être là le mercredi soir, parce que le petit n'a pas école l'après-midi, enfin être là l'après-midi, le petit n'a pas école l'après-midi, pour aller à la piscine par exemple. C'est de vous poser un objectif. Et de cet objectif-là, vous allez donc procéder à des actions. Alors ça va être par exemple aller à la piscine. Et quand vous allez être à la piscine, vous allez avoir un ressenti de ce qui s'est passé, ce que vous faites, voilà. Et s'il n'y a pas de problème de cohérence, c'est-à-dire que si à aucun moment, donc par exemple, votre ressenti, vous êtes à la piscine, vous avez tout prévu, vous pensez que ça va bien se passer, et vous avez là votre fils qui vous fait une crise, qui dit qu'il ne veut pas y aller, et donc le ressenti n'est pas du tout cohérent avec la valeur que vous vous étiez donnée, avec l'objectif que vous étiez donné, avec la croyance que vous étiez donnée, et vous avez là souvent un sentiment de frustration, un sentiment, vous mettez en colère, ou vous développez une forme d'agressivité qui est ok, l'agressivité c'est ok, mais vous avez une réaction spontanée que vous n'aviez pas prévue, quoi. Vous n'avez pas prévu que ça allait vous toucher comme ça émotionnellement. Ça peut se passer au niveau du ressenti, mais c'est-à-dire au bout de la chaîne d'action, vous vous rendez compte à la fin que le résultat que vous avez voulu, vous vouliez aller au sauna avec des copines, ça se passe pas bien. Vous prévoyez une fête de famille et c'est pas bien. Et sortir avec les copines, ça se passe pas bien. Bon, c'est des choses comme ça, vous vous dites, il y a quelque chose dans le ressenti qui est pas du tout dans l'alignement. Ou vous allez faire des actions, et puis ces actions vont pas du tout aller dans le sens que vous aviez prévu. En fait, vous vous rendez compte que votre action était négative. Donc vous allez mettre des objectifs, par exemple, si on passe sur les objectifs, vous allez vous mettre un objectif qui est contre-productif par rapport à la valeur de vie. Et donc, ça va aboutir à une incohérence de résultats, par exemple. Donc là, on passe sur le deuxième diagramme, je vais vous expliquer pourquoi vous vivez probablement ce sentiment d'incohérence. Je ne dis pas que c'est incohérence qui s'est passée, parce qu'il y a un environnement, il y a une logique, mais pour que vous, en interne, vous trouviez ça incohérent. C'est de votre focus, de la manière dont vous voyez ce qui vous est arrivé. Vous trouvez ça incohérent, vous trouvez ça pas juste. Eh bien, en fait, sur le deuxième graphique, vous voyez qu'il y a, pour ceux qui ont fait des vecteurs au collège, il y a une résultante, en fait, entre deux croyances, ou deux croyances, ça peut être encore plein, ça peut être beaucoup plus compliqué. Moi, aller sur le cas le plus simple, c'est deux croyances qui s'opposent, qui ne sont pas tout à fait dans la même direction. Donc, il y a la croyance verte, là,
qui est une croyance qui tire vers la gauche, et puis vous avez, elle est inconsciente, ou celle-là vous la connaissez pas. Faut imaginer hein, la taille du conscient au niveau des activités neuronales dans le cerveau. C'est environ la taille d'un petit bidibule, d'une petite figurine à côté de la tour Eiffel. Donc au niveau inconscient, vous en avez un paquet de croyances. Vous avez quelque chose que vous ne connaissez pas, qui vous fait agir chaque jour, mais vous ne savez pas que ça vous fait agir. Vous n'en êtes pas conscient. Parfois, vous en êtes presque conscient, mais ce n'est pas encore verbalisé. Alors, du coup, vous avez cette croyance inconsciente qui tire à mort à gauche, et puis vous avez une croyance consciente qui vous tire à mort à droite vers un objectif. Vous êtes conscient, vous avez fait cette dichotomie de vous dire, ben voilà, je veux faire, c'est une valeur consciente. Par exemple, qu'est-ce qu'il y aurait comme valeur consciente d'aller tous les jours au travail, d'avoir un travail salarié. C'est important. Donc vous avez un objectif, c'est trouver un travail. Mais il y a une croyance inconsciente qui a été héritée, c'est que, par exemple, quand on travaille pour les autres, eh ben, on n'a pas de temps pour soi, par exemple. Je dis ça, c'est la plupart des gens pensent ça. Donc voilà. Et la croyance résultante de tout ça, ça va vous faire aller vers une direction qui est ce qui se passe dans la vie, donc c'est la concrétisation dans la vie. Moi, je dis que c'est le résultat de la totalité de vos croyances et bien sûr de l'environnement. Hein. Donc, vous avez là un signal, c'est ça qui est important dans toute cette méthode, vous avez un signal que quelque chose n'est pas aligné dans vos croyances, entre les croyances inconscientes et les croyances conscientes. Et on arrive donc au diagramme 3 qui montre comment ce signal peut être perçu et j'appelle ça les 5 pas vers l'émergence de conscience. Donc, dans les cas où il y a un phénomène de crise, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire vous avez une dispute, vous prenez la tête, vous êtes frustré parce que vous avez un collègue ou votre chef. Et ben vous pouvez savoir que quand vous sentez ça, vous êtes en situation, donc j'appelle ça de crise, hein, émotionnelle, ça va pas. Et bien vous allez essayer de prendre le réflexe, et c'est un truc qui se passe assez vite. Au début pas, on rentre dans la dispute, on est complètement hors de soi, mais à un moment vous allez arriver à vous dire oh là j'ai une blessure. Donc c'est cette blessure-là qui va être le signal pour vous. Ça peut être aussi simplement le ton de la discussion, comment le ton va monter, il va prendre un dièse, hein, vous allez monter en ton. Ça peut être des signaux. Et donc là, je vais vous expliquer le diagramme qui se finit donc par la prise de conscience. Au début, vous avez une croyance inconsciente. Cette croyance va décliner, vous allez décliner des valeurs inconscientes, hein, qui va vous provoquer un certain ressenti pendant une altercation avec quelqu'un. Quand vous avez une altercation avec quelqu'un, par exemple, c'est une valeur à vous qui va s'opposer à la valeur d'un autre. D'accord ? Donc, c'est un ressenti désagréable, parce qu'on se dit, ouais, on n'est pas pris au sérieux, ou mais qu'est-ce que c'est que ce con ? Et en fait, de ne pas partir dans ça, de vraiment ressentir, putain, mais je suis énervée, je suis vraiment, mais là, ça va pas du tout, ou là, j'ai très 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 peur, je me sens extrêmement angoissée. Et donc prendre conscience, ce que j'appelle la prise de conscience du ressenti, qui est finalement, une fois qu'on a pris conscience, de se dire, j'accepte, j'ai une blessure, il y a quelque chose ici qui n'est pas aligné. Et donc on arrive au dernier pas, et ça c'est le pas de l'émergence de la conscience. Quand on a compris, eh bien on a une acceptation de la crise comme manifestation concrète d'une croyance inconsciente. Et pour cela, on va avoir de la gratitude parce que ça nous donne l'opportunité de nous découvrir. Donc prenez vos disputes, vos altercations comme un challenge, quelque chose qui va vous apprendre une chose énorme sur vous. Alors, après, on voit les disputes d'une autre manière. Hein. On commence à monter dans les tons et tout d'un coup, vous allez voir, vous allez être beaucoup plus calme. Et vous pouvez aussi, dans ces cas, comme
le propose aussi Jacques Salomé, hein. Alors aller dans la conversation avec l'autre non violente et peut-être même aller jusqu'à parler de cette prise de conscience, hein. Donc moi je fais ça régulièrement, hein. Quand j'ai un souci, j'arrive à exposer avec mon partenaire quelle est la prise de conscience que je suis en train de réaliser, et tout de suite le ton descend. D'accord ? Mais bon, c'est bon d'avoir un partenaire qui est dans cette dynamique aussi, de se dire moi aussi j'ai des trucs à travailler, que ce soit un collègue ou un ami qui a la tolérance et l'ouverture de se dire moi aussi j'ai quelque chose à travailler, ou au moins si je vois qu'elle est en train d'aller vers quelque chose où c'est important pour elle, moi je vois pas mes 50%, mais au moins je l'accompagne, hein. Pas quelqu'un qui va être à côté de vous et qui va vous dire ouais c'est exactement ton problème, et qui va encore plus vous blesser. C'est ça vous le faites toute seule, vous n'avez pas besoin d'être accompagné par quelqu'un qui n'est pas bienveillant avec vous-même. Vous avez besoin d'être bienveillante avec vous-même, et c'est pour ça que c'est une méthode qui est très bien. La méthode d'émergence de la conscience, c'est que ça va vous permettre de le faire en sécurité, hein, de vraiment travailler tranquille avec soi-même, si vous le désirez. Et si vous avez un bon ami, une bonne amie, vous pouvez faire l'exercice ensemble. Qu'est-ce que la méthode d'émergence de la conscience, la méthode MEC ? En fait, c'est un processus qui va être une traduction finalement de la douleur que je ressens, parce que c'est pas verbalisé encore, ça fait mal, on est encore dans le ressenti qui donne une information fondamentale, ça va pas, signal, il faut travailler là, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Donc vous remémorez, vous êtes dans la dispute, on va dire, ou alors vous êtes hors de la dispute, vous faites ça en rentrant à la maison, vous remémorisez la scène et vous remémorisez le ressenti que vous avez là. Bon, si au moment de la dispute, c'est encore plus top, parce que là, vous l'avez vraiment très fort. Et vous allez activer votre cerveau, vous allez vous dégager des jugements et des émotions, vous allez simplement, comme je dis, c'est les 5 pas, donc vous arriverez au 5e pas, vous avez dit en vous-même, j'accepte le challenge de découverte de moi, cette blessure veut dire quelque chose sur des croyances inconscientes. Et vous allez proposer mentalement une verbalisation, une traduction verbale de ce qu'est cette blessure. Toujours dans l'idée de quelle croyance exprime cette blessure, hein. Et à un moment, vous allez avoir une phrase, quelque chose, plusieurs phrases, et puis vous allez vous affiner, vous allez dire, voilà, moi, quand tu m'as parlé, là, j'ai eu l'impression que tu as essayé de rabattre ma joie, j'ai eu l'impression que tu as essayé de me blesser. Et donc ça, vous le faites dans votre tête, hein. C'est pas, il faut pas forcément l'exprimer. Vous dites, voilà, j'ai vraiment l'impression que tu as essayé de rabattre ma joie. Et vous allez tester ça dans votre ressenti. Est-ce que ça fait, quand vous dites cette phrase-là, est-ce que ça vous provoque un même genre de blessure que ce que vous aviez avant, hein? Parce que là, vous êtes passé dans un processus mental, la douleur commence à vous lâcher, et vous pouvez faire un test. Est-ce que de dire, il a essayé de rabattre ma joie, est-ce que ça me parle ? Et puis peut-être vous allez dire, non, moi je trouve, on essaie, c'est ça qui m'énerve en fait dans la vie, c'est qu'on essaie toujours de rabattre ma joie. Et j'ai toujours l'impression que les gens essaient de rabattre ma joie. Ça touche encore plus fort, ça me met en colère. Hein. Et alors à ce moment-là, quand vous avez la bonne phrase, ce que j'appelle une adéquation entre la traduction verbale et le ressenti, c'est-à-dire que vous allez accorder, finalement, vous avez fait un test de feedback, vous avez un feedback qui vous dit oui, voilà, c'est ça, c'est accordé entre le ressenti et ta traduction mentale, verbale de ce qui s'est passé, c'est ça, c'est la valeur que tu as touchée, voilà, c'est ça. Si c'est pas bon, vous repartez dans le loop, dans le processus, et vous affinez la traduction verbale jusqu'à trouver la bonne formulation. Une fois que vous avez la formulation, on arrive au graphique suivant qui est voilà, j'ai ma valeur qui a touché. J'avais parlé avec une femme qui avait été violée dans son enfance, et elle m'avait dit quelque chose de très très beau, hein. Elle m'avait dit, moi tu sais, j'ai compris un truc, c'est que même si on me viole, on peut pas prendre mon corps, on peut pas le prendre, il est toujours avec moi, mon corps, il reste avec moi. Et même si on m'a violée, on n'a pas pu prendre mon corps. Il se pourrait que
une des phrases, une des croyances, c'est « j'ai peur d'être forcée à faire un acte sexuel alors que je ne le veux pas ». Hein. Donc c'est une femme qui, même avec son partenaire, a cette appréhension de devoir avoir un rapport sexuel alors qu'elle ne le veut pas. Elle ne s'est pas fait violer, ça lui est jamais arrivé dans sa vie, elle a ça en elle, elle a peut-être fort probablement hérité, et elle arrive avec donc ce contact avec son ressenti, à voir que elle a probablement une croyance sur le fait qu'on peut la forcer à faire un acte qu'elle ne veut pas. Donc elle dira, une partie de moi croit que on peut me forcer à faire un acte sexuel alors que je ne veux pas, par exemple. Alors, 3 questions à se poser. La première, deux questions déjà sur la véracité. Donc la véracité, test scientifique, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que je peux citer, première question, est-ce que je peux citer des expériences où cette croyance a été vraie ? Donc là, on ouvre la box du passé, on regarde. Peut-être ça n'est pas arrivé à nous, mais on peut regarder peut-être quelqu'un qu'on connaît de très proche, une sœur, sa mère, son frère. Est-ce que je peux citer des exemples où cette croyance, c'est vrai, quoi ? C'est vrai de croire ça. Moi, j'ai vraiment... il y a vraiment des expériences où on a forcé dans ma famille des filles à avoir des actes sexuels. Dans ce cas-là, vous avez une confirmation déjà de l'origine ou de sur quel ferment cette croyance est bâtie. Ensuite, posez la croyance sur la question de la véracité. Est-elle permanente ? Est-ce que je peux citer des expériences où cette croyance n'était pas vraie ? C'est-à-dire où quelqu'un aurait voulu un acte avec moi ou avec quelqu'un dans ma famille, et cet acte, la personne a pu se défendre et pu ne pas faire cette chose. Une fois que vous avez répondu à ça, donc en général, on arrive à dire oui, cette croyance est vraie, mais pas totalement, c'est-à-dire qu'il y a des conditions pour qu'elle soit vraie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... Donc après m'être posé déjà ces 2 questions sur la véracité, donc est-ce que ça m'est déjà arrivé et est-ce que je peux citer des exemples où c'est pas vrai, quand j'ai fait les 2 questionnements, en général, rien que le questionnement permet de dire je recadre ma croyance par rapport aux conditions nécessaires. Donc, par exemple, pour me forcer à faire un acte sexuel que je ne veux pas, il faudrait que je ne me défende pas, il faudrait que je sois isolée. Recadrer cette croyance, oui, c'est possible, mais dans telle condition. Et des fois, vous arrivez à une perle, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que c'est plus possible. Alors c'est carrément là, vous vous rendez compte que non, la croyance, elle est pas validée. Mais des fois, elle est juste au niveau des conditions, elle est très très réduite. Elle n'est pas du tout dans le champ, dans la peur, dans la quantité, dans l'émotionnel qu'on a développé lors de la crise. Donc il y avait 2 questions sur la véracité, et il y a une question aussi qui est d'une projection. Qu'est-ce que je ressens mentalement, physiquement, ressenti, corps, tout ça mélangé ? Qu'est-ce que je ressens quand je projette ma vie guidée par cette croyance ? Par exemple, dans le cas du rabat-joie, c'est-à-dire que la personne pense qu'on peut lui enlever sa joie. Elle aura fait la question de la véracité. Est-ce que ça lui est arrivé quand elle était petite, par exemple ? Bah oui. Est-ce que c'est permanent ? Bah non, c'est pas permanent, parce que pour me rabattre ma joie, il faut que je puisse déjà être obligée de rester à un endroit où moi j'ai envie de rire et quelqu'un passe son temps à me truc. Bon, c'est pas, je sais me défendre, donc c'est pas souvent. Je commence à recadrer, oui, alors c'est possible qu'on rabatte ma joie, mais dans des conditions qui n'existent plus, quoi, où je peux plus me laisser faire, où j'ai la capacité de me défendre verbalement, de relancer une blague, ou de partir, ou de continuer à rire même si la personne s'énerve. Donc la personne, elle va recadrer sa croyance. Et puis je repars sur le ressenti. Donc on projette ça, je vois un avenir guidé par le fait que les gens peuvent me rabattre ma joie. Si j'imprègne un avenir qu'avec cette croyance, c'est un monde où je vais me méfier de tout le monde, quoi. Est-ce que dans mon corps, quand je ressens le monde est un endroit où tu dois te méfier de tout le monde parce que tout le monde peut te rabattre ta joie, est-ce que c'est quelque chose qui est bien ressenti dans mon corps ? Est-ce qu'il a envie d'être bougé par ce genre de croyance ? Est-ce qu'il ne serait pas plus relax, par exemple, avec une croyance du type il y a des gens qui peuvent essayer de rabattre ta joie, mais ta joie t'appartient et tu peux toujours la garder quand tu veux. Tu peux
aussi changer d'endroit et continuer de faire exploser ta joie si ça dérange quelqu'un. Mais tu peux garder ta joie parce qu'elle t'appartient, elle est en toi, tu vois, tu peux la laisser, tu peux la prendre, mais c'est jamais quelqu'un qui finalement rabat ta joie si tu es capable, comme pas un enfant, comme un adulte, de réagir. Et la croyance, elle est vraie dans l'enfance. Et on voit souvent que les croyances, c'est des trucs qui se sont passés dans l'enfance et c'est encore imprimé aujourd'hui. Donc on a les mêmes stratégies. Je vais me mettre loin de ces personnes, je vais essayer un peu de m'isoler, je vais essayer de me protéger comme ça. Mais c'est des tactiques d'enfant finalement. Et quand vous êtes adulte, vous avez du répondant, vous savez être agressif, vous savez vous affirmer, vous n'avez plus besoin de ça. Pourquoi c'est important le recadrage de la croyance ? Parce que c'est accepter la croyance. Voilà. Quand on dit faut accepter la blessure, c'est accepter que c'est là. Il y a cette croyance. Il y a une partie de vous qui croit ça. Si vous ouvrez, c'est juste ça. C'est-à-dire vous arrêtez de croire que vous avez le contrôle de tout ce que vous croyez parce que à partir du moment où c'est conscient, ça veut dire que vous êtes au courant. Si vous acceptez qu'il y a peut-être un intérêt à avoir un autre focus, c'est beaucoup de thérapies qui fonctionnent sur le changement de focus, comme les constellations familiales. Quand vous regardez votre histoire familiale, vous avez l'impression qu'on vous en voulait. Mais quand vous sortez de la famille d'origine, vous élargissez le champ, vous arrivez sur des grands-parents et parfois même l'histoire d'aujourd'hui s'explique beaucoup avec un traumatisme qui s'est passé aussi 2 générations avant. Quand il y a eu des guerres, des arrachements, des déracinements, des gens morts jeunes, malades ou des pères malades, et ben en fait on peut se retrouver avec des croyances familiales terribles et très lourdes dont on n'est pas conscient. Parfois on est conscient, mais parfois on n'est pas conscient. Par exemple, l'exemple que j'avais donné avant avec une femme qui n'a pas vécu de viol, qui dans sa famille il n'y a pas eu d'inceste, mais qui descend de personnes qui avaient vécu dans des endroits où il y a eu des ravages de la guerre, et où il y a eu dans sa famille, par contre, je sais pas, une grand-mère, ou alors des familles où il y a plusieurs générations de mariages forcés aussi, hein. On peut développer ce genre de thématiques. Donc là, effectivement, il y a des méthodes différentes qu'on peut mettre en place pour vraiment se libérer de cette croyance-là. On peut faire un travail mental, ça c'est important. Ce que je fais là, c'est la méthode d'émergence vers la conscience, mais on peut aussi aller vers plus de visuel ou de la symbolique pour des histoires comme ça, transgénérationnelles. Ben voilà, c'était en gros la présentation de la méthode MEC, l'émergence de la croyance vers la conscience. Ben, je vous invite encore toujours à aller sur mon blog. J'ai mis un test qui est basé sur des valeurs de vie développées par Becker et Schnell à l'université de Innsbruck, à l'Institut de psychologie. C'est un sondage en fait sur vos valeurs de vie. Quand vous faites ce test, je vous renvoie une liste des valeurs où il serait intéressant d'aller voir si vous n'avez pas des problématiques de crise souvent dans votre vie. Et donc avec ce diagramme, on essaie de voir sur quelles valeurs, il y a 26 valeurs, il serait bien de travailler en priorité. Mais c'est juste indicatif, hein. Ce sondage c'est juste une méthode pour les gens qui n'ont pas la confiance d'aller de dire, ben voilà, moi je pense que c'est ça, cette valeur, qui ont du mal à prendre contact avec l'intérieur, donc on fait ce sondage. Oui, ben voilà, en gros, je vous invite à faire ce test ou écouter les podcasts que je mets gratuitement sur mon blog. Ben voilà, je vous souhaite une bonne écoute et réécoute probablement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur F comme Farida Tigemo, TIGUEMO @yahoo.com ou sur mon blog Saint-Sage, SAINSAGE, Saint comme Saint pour la santé, sage comme un Bouddha. Voilà. Et je vous invite aussi à prendre connaissance de mes prestations pour un accompagnement, si vous avez besoin d'accompagnement dans la méthode ou un travail au niveau systémique par rapport à votre famille d'origine ou votre famille actuelle. Vous pouvez me contacter, j'ai des packs. Alors c'est des packs 2 heures, 3 heures, 10 heures avec un suivi téléphonique, donc ça c'est les heures, et puis aussi un suivi en messagerie ou enfin ce que vous avez, WhatsApp, Messenger, email, SMS.
Je vous souhaite un bon 2018, de la santé, de l'épanouissement personnel et beaucoup de paix, beaucoup de tolérance et de bienveillance envers vous-même, beaucoup de bienveillance. Ouais. Il faut de la bienveillance. Acceptez-vous comme vous êtes pour l'instant, comme vous paraissez être. Prenez le temps, vraiment, mais essayez de prendre le temps de vous poser ces questions. Ça change votre vie, ça la change réellement, c'est pas des bêtises, c'est important de savoir où vous allez et pourquoi vous y allez, et parce que sinon vous allez vous vider comme une pile, vous allez perdre votre énergie dans des conneries. C'est pas cool de dire des conneries parce que ce sont des crises de vie, donc elles vous font prendre conscience, mais bon, ça te fait dépenser de l'énergie, et peut-être c'est certainement pour ça qu'elles sont là. Mais plus vous y verrez clair, plus votre vecteur, que je vous montrais, le vecteur, sera puissamment orienté vers votre objectif, mais votre objectif, il restera pas là en bas, vous voyez ? Il restera pas en bas à droite. Il remontera, lui aussi, ou descendra. Il ira s'orienter ailleurs quand vous prenez conscience de ce qui vous automatise et ce qui vous fait poser des objectifs qui n'ont rien à voir parfois avec vous, rien à voir. Eh bien, c'est de connaître ces croyances inconscientes qui demandent à émerger dans votre conscient.